Bienvenue au Eric Zone Podcast. Aujourd'hui, Charlotte Galidi du ministère de la Nouvelle Normalité. Mais avant tout, j'aimerais seulement remercier les gens qui partagent le podcast, qui likent les vidéos. Allez sur baladoquebec.ca. Ensuite, certainement, ça s'en va sur iTunes. Pour ceux qui l'écoutent sur iTunes, allez voir sur YouTube. C'est un podcast vidéo également. Donc, bonjour Charlotte Galidi. Bonjour. Pourrais-tu nous présenter le ministère de la Nouvelle Normalité? Alors, le ministère de la Nouvelle Normalité, c'est un gouvernement un peu parallèle qui s'est monté, qui a des objectifs un peu plus ambitieux pour la protection de l'environnement, qui œuvre vraiment pour une justice environnementale. On souhaite une carboneutralité en 2030. On a vraiment le désir d'informer, d'éduquer les gens et peut-être d'embêter un peu les corporations qui agissent pas dans le bon sens, en tout cas pour notre futur. Est-ce qu'il y a certains projets que vous me donnez en exemple? Les agentes du ministère, des fois, se baladent au centre-ville pour recouvrir les panneaux publicitaires de notre décret. Donc, nous avons interdit la publicité d'objets non essentiels. Donc, on va faire en sorte de faire respecter cette loi et donc mettre des affiches sur les grosses pancartes publicitaires. On est allé au 10-30 pour distribuer des constats d'infraction aux SUV. C'est sûr que c'est parmi les véhicules les plus polluants. Donc, on a remis ces constats d'infraction-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé déclarer la fermeture de Zara aussi au centre-ville. Donc, on l'a déclaré illégal, puis on a fermé le magasin. La Ville de Montréal, eux autres, est-ce qu'ils sont supposés respecter un certain code qui n'est pas respecté dans ce sens-là? Parce que là, ils en profitent que la COVID pour s'installer, ils écrasent les petits qui... On a quand même vu la mairesse Valérie Plante aller... Elle était à l'ouverture, puis elle les a félicités. Elle leur a félicité de leur présence. Elle se félicitait d'avoir une boutique d'envergure qui réinvestit au centre-ville. Donc, voir plus l'aspect économique, environnemental. J'ai pas vraiment suivi la mairesse, qu'est-ce que la Ville de Montréal, qu'est-ce qu'ils font, ou en tout cas, je sais pas si c'est un exemple de toutes les autres villes, là, mais eux, ils doivent aider ces commerçants-là à survivre, surtout ceux qui sont locaux, qui sont pas des grosses chaînes, là, ils doivent... ça serait bien au moins de les encourager. Je sais que le gouvernement a mis en place comme le panier bleu, je pense. Je pense que c'est plus au niveau du Québec. C'est même pas la Ville de Montréal qui a mis ça en place. Achetons québécois, le panier bleu. Ouais. Lepanierbleu.ca. Je ne sais pas si ça a été bénéfique pour les commerçants du tout. J'ai aucun retour. Ouais. En tout cas, ça semblerait que peut-être pas, parce que vous, si vous devez prendre action... non, clairement pas. Il y a une lacune, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Quand on a des municipalités qui encouragent l'ouverture de des grosses chaînes comme ça, des multinationales... C'est un peu peur. Parce que là, tu as les petits qui doivent disparaître, qui ne sont pas en mesure de sauver leur commerce. On se demande à quel point c'est peut-être aussi une campagne électorale qui s'en vient. On peut peut-être essayer d'aller rallier un peu plus de monde par ce genre d'action. C'est sûr que je pense que Mme Plante a déjà pas mal d'environnementalistes dans sa poche. Donc, si elle essaye d'aller ratisser peut-être un peu plus large, il y a peut-être un coup politique derrière ça aussi. Ça fait combien de temps que vous existez, le ministère est en place? Le ministère a été fondé, c'est très récent, hein, ça a été fondé en fait pendant la pandémie, dès le mois de mars. Là, ça s'est mis en place, surtout parce qu'il y avait la difficulté à faire des actions de manière un peu plus conventionnelle à cause des restrictions, à cause de la pandémie. Donc, il n'y a pas juste du mauvais qui se passe durant la pandémie, il y a des bonnes choses aussi. Ça a été l'occasion de se regrouper pour fonder ça, puis de mettre beaucoup de notre énergie là-dessus. Ouais. Donc, on est quand même assez contente du résultat. Vous pouvez aller voir sur le site du ministère, c'est ministère-qc.ca. Et vous pourrez aller voir, si vous cliquez sur le ministère, vous aurez l'équipe au complet qui sera détaillée. Vous aurez nos missions, nos mandats. Puis il y a le Facebook aussi, j'imagine. Oui, bien sûr, il y a le Facebook. Puis c'est là qu'on publie toutes nos vidéos, qu'on même on fait des consultations aussi, des fois. On fait des petits sondages. Donc, c'est là qu'on annonce aussi nos futurs événements. Donc, présentement, il y a combien de ministres ou il y a combien de sous-ministres? C'est des sous-ministres, par souci d'horizontalité. On est 4 sous-ministres. C'est comment comme travail, ça, d'être sous-ministre de la collapsologie? C'est beaucoup de lecture. C'est sûr que c'est beaucoup d'ouvrages à lire, beaucoup de contacts aussi
à entreprendre. J'ai essayé de faire un petit réseau avec, de contacter les bonnes personnes. Je travaille actuellement sur un projet de loi sur l'effondrement qui sera initié probablement au début de l'année prochaine. C'est ça, ça demande beaucoup de travail, de recherche, de lecture. Des lectures qui ne sont pas toujours évidentes non plus. Là. Donc, j'ai déjà, je veux dire, il y a beaucoup d'ouvrages et de recueils qui ont été publiés. Donc, c'est de s'appuyer dessus, de faire un peu un condensé de toutes ces informations, les mettre à jour parce que ça évolue extrêmement vite aussi. Donc, de regarder la collapsologie, c'est pas juste l'étude de l'effondrement, c'est aussi l'étude de qu'est-ce qui pourrait se mettre en place après. Donc, c'est de suivre toutes ces initiatives-là. Ça nécessite donc de la recherche, essayer de rattraper tout ce qui a déjà été écrit, puis de suivre en même temps tout ce qui est en train de se créer, tout ce qui est en train de se passer. C'est qui tes inspirations? Est-ce que Pablo Servigne, essentiellement, qui a été mon maître là-dedans. C'est vraiment lui, avec Raphaël Stevens, là, qui ont lancé l'ouvrage « Comment tout peut s'effondrer » en 2015, qui a vraiment été un choc pour moi. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il a travaillé beaucoup sur l'entraide. Il a fait l'entraide, il a fait un ouvrage sur comment une autre fin du monde est possible. Il a fait un petit traité de résilience locale. Donc, il a travaillé beaucoup sur la résilience collective aussi. Là, il vient de sortir un ouvrage qui est un recueil. Là, c'est pas lui qui a fait ça tout seul, là, mais c'est 35 propositions pour revenir sur Terre. C'est un retour sur Terre. Des propositions très concrètes à mettre en place. Il y a aussi l'auteur d'un magazine qui s'appelle Yggdrasil, des magazines qui sortent aux 3 mois, je pense, puis qui font quand même 140 pages, sans publicité, et qui parlent beaucoup de cette résilience-là, l'aspect émotionnel. Il y a des articles très intéressants à aller voir là-dessus. C'est un magazine web? Non, c'est un magazine papier. Mais moi, j'ai un abonnement, donc il livre à l'étranger. Oui, parce que Yggdrasil, ça, c'est comme... c'est des pays du Nord. Eux autres sont vraiment avant-gardistes. Hein. C'est français, mais il y a beaucoup de choses qui viennent de France. Hein, c'est sûr que le mouvement de collapsologie, il vient pas de... Je veux dire, il y a des ouvrages qui ont été faits en Angleterre, beaucoup, mais le temps qu'ils soient traduits et tout ça. Mais c'est sûr que le mouvement collapsologue vient essentiellement de France. Mais il y a beaucoup de pays qui ont les mêmes courants de pensée, c'est juste qu'ils ont des mots différents là-dessus. On a peut-être plus de difficultés à mettre des mots sur ça. Parce que les Français sont avant-gardistes, je veux dire, tout ce qui a trait à l'agriculture, il me semble qu'ils ont mis ça en place plus rapidement. L'élimination des pesticides, il me semble que c'est arrivé, ou c'est peut-être une... Non. Ils sont en train de les remettre, justement. Oui, pas vrai. Mais non, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais Yggdrasil, tu vois, si tu regardes, tu as des articles aussi. YGGDRASIL-mag.com. Donc, Pablo Servigne qui est là. Ouais. OK. Ouais. Ah, ben il est jeune. Oui, il est jeune. Ouais. Moi, je pensais comme David Attenborough, Sir David Attenborough. Non, il doit avoir même pas la quarantaine. Je sais pas. Oui, il est jeune. À quel moment est-ce que tu as comme pris conscience de toute cette réalité-là, qu'il y avait vraiment un problème qui... Moi, j'ai étudié J'ai commencé, en fait, moi, j'ai grandi au Québec, mais je suis française. J'ai commencé à étudier en psychologie à l'UQAM, puis après, tout l'aspect universitaire. Je me sentais pas à ma place. J'ai vraiment eu envie de retourner un peu à la terre. Donc, j'ai fondé une association de permaculture et d'agriculture urbaine dans le Kamouraska. Oui, ça avait rien à voir avec ce que... Non, tes rien études. à voir. J'avais juste c'est au fond de moi, j'avais un besoin de revenir à des choses vraiment plus simples. Ensuite de ça, c'est sûr que j'ai suivi l'actualité en France en 2018 quand Nicolas Hulot, le ministre de l'Environnement, a démissionné. Ça a été pas mal un déclic pour moi aussi. Donc, j'ai la lecture de... Il y a eu plusieurs phases, en fait, dans ma prise de conscience. Je pense que j'en aurai toujours un peu plus. Ça, c'était quoi, Nicolas Hulot? Lui, avait été... Nicolas Hulot, lui, c'était un présentateur télévision qui faisait des documentaires sur l'environnement, qui a beaucoup voyagé, qui avait Il était engagé? Il était très engagé. Okay. Il y a une fondation Nicolas Hulot. Puis il a été élu... il a été placé au ministère de l'écologie. Puis quand il a fait face à tous les lobbies, puis qu'on lui a demandé de signer des trucs qui n'avaient pas de sens, il a démissionné. Puis sa démission a été très émotive, parce qu'il en a même pleuré à la radio pour expliquer. C'est vraiment venu le chercher au fond de ses tripes. Et de voir que même des gens aussi engagés, qui ont voulu vraiment faire de la politique pour faire avancer les choses, ont comme fait marche arrière face à toute
la corruption qu'il pouvait y avoir dans les gouvernements. Ouais. Ça a vraiment ébranlé beaucoup, beaucoup d'activistes. Après ça, c'est sûr qu'il y a eu Greta, les marches pour le climat. J'ai participé à tout ça. Il y a eu la fondation d'Extinction Rébellion aussi, auquel j'ai participé, je me suis investie au Québec là-dedans. En 2012, est-ce que tu tapais sur les... Non, en 2012, non. J'étais pas... j'étais dans mes affaires. Je suis retournée en France aussi pour faire la collapsologie, à l'Académie de collapsologie. C'est là que j'ai fait mes stages de survie. J'ai rencontré Pablo Servigne qui m'a beaucoup aiguillée dans tout ce savoir-là. Et donc là, je suis revenue un peu avant la pandémie là, pour prendre cette place au ministère parce que j'ai eu ce poste-là qui était très intéressant. Mais vis-à-vis les réactions des gens là, au public au travers de vos actions, est-ce qu'il y a certains, pas des dangers, mais est-ce que vous rencontrez des réactions qui sont... vous devez prendre en compte? Avec le ministère, c'est sûr qu'il y a... Il y a des gens qui ne comprennent pas. On s'est fait beaucoup applaudir quand même lors des actions de fermeture de magasins. Bizarrement pas à cause de la cause environnementale, mais plus pour l'aspect économique, en disant qu'ils trouvaient ça anormal que des petites boutiques ferment alors que des grosses corporations continuaient d'ouvrir leurs portes et de faire du cash avec ça. Donc on a été beaucoup encouragés là-dedans. Beaucoup de surprises. Les gens, on voit qu'on les a sortis de leur zone de confort. Lors de la dernière action Uniqlo, on était attendus par les policiers qui étaient au courant de notre présence. Donc là, ça a été pas mal de négociations avec eux. Bon, vous n'avez pas présenté votre échéancier, votre marche. C'est pas une marche là, que vous faites. Là. Vous êtes là pour... C'est ça, on fait nos actions, puis on représente le gouvernement. Donc à un moment donné... on est légitime dans ce qu'on fait. Il y a ceux qui vont rencontrer le plus de problèmes. Ça va être des groupes de désobéissance civile comme Extinction Rébellion qui, eux, vont être plus confrontés à des agressions du public, essentiellement sur les réseaux sociaux. Là, les gens sont extrêmement durs. On a pu lire des commentaires pour le pont, par exemple, quand les activistes ont bloqué le pont. J'ai trouvé ça d'ailleurs extrêmement courageux de se mettre autant en avant pour une cause environnementale et de s'exposer autant... Ils ont été, je veux dire, on a lu des commentaires comme allez vous pendre, vous êtes des terroristes écologiques, laissez-nous vivre, laissez-nous travailler. Donc c'est sûr que c'est des actions qui viennent créer un choc et qui viennent susciter un débat. Donc on a différentes réactions. On a des réactions très violentes de part de gens, puis des réactions très encourageantes aussi. Tu attaques le gagne-pain des gens, c'est sûr que tu vas avoir des réactions. Puis les gens, ils se le permettent mais en même temps, parce qu'ils se croient anonymes. Là. Mais en même temps, ça ouvre des débats. C'est ça qui est important, je pense. En ouvrant des débats, c'est là que l'argumentaire commence à se créer, puis que les idées se concrétisent aussi. Là. C'est important d'avoir ce cheminement-là. Donc, c'est par des chocs, par le choc qu'on arrive à évoluer, je pense, en tant que société. Oui. C'est inévitable qu'on va avoir des réactions de ce genre-là parce qu'à un certain niveau, je veux dire, les autorités ou le gouvernement, lui, va garder un statu quo par rapport à l'éducation. Je veux dire, maintenir les gens à un niveau d'éducation qui est limité, comme ça, ils vont pas aller vouloir trop de changements. Mais donc, l'éducation, c'est important. Puis au travers de vos activités, vous tentez vous invitez les gens à s'informer. Là. Exact. Ça va être aussi beaucoup l'objet de la commission parlementaire fin novembre, là, d'avoir justement ces experts qui viennent expliquer et éduquer un peu les gens sur la réalité et l'ampleur de la crise climatique. Comment ça va se passer, ça? C'est sûr qu'avec la COVID, là, on est obligé de faire ça un peu en numérique. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Donc, on va faire probablement un Zoom ou un Teams. Là, on va voir comment on enregistre ça. Ça va être, on va pouvoir le suivre en direct. Oui. Ceux qui s'inscrivent, là, il y a juste à demander le lien. Puis, le lien va être envoyé. Puis, il y aura une rediffusion après sur le Facebook. OK. Et puis, sous-ministre? Non, on ne veut pas mettre de poste de ministre. Là. On ne veut pas de hiérarchie, donc on se met tous. OK. Mais ça, c'est dans l'idée de... Québec solidaire, eux autres, c'est ça qu'ils ont comme vaguement là, comme format où c'est qu'il n'y a pas de leader principal. C'est pas Nadeau Dubois le chef. Là, exact. Là, c'est tous des gens qui partagent le pouvoir, entre guillemets. Là. C'est ça, chacun son attribution. Moi, je suis sous-ministre de la collapsologie bienveillante appliquée. Puis comment ça se passe? Ça se passe bien? Il n'y a pas de... Ça se passe bien. Pas trop difficile? Non, pour l'instant, c'est sûr que je ne travaille pas sur mes projets de loi. Là. J'ai un projet de loi qui s'en vient au printemps, plus axé sur la collapsologie, l'effondrement de la société, et voir quelles mesures on pourrait prendre avec des mesures concrètes qu'on va pouvoir mettre en place. Pour l'instant, c'est une loi contre les crimes climatiques qu'on est en train de faire actuellement, un projet de loi.
Donc, instaurer un tribunal pour pouvoir juger les entreprises, gouvernements aussi, coupables d'écocide. Comment dire ça? C'est un sujet qui n'est pas pris au sérieux du tout, de toute façon, je pense, dans la sphère publique, dans la sphère gouvernementale actuellement. Donc, en prenant pas ça au sérieux, on va faire quelque chose de sérieux. On va se monter un gouvernement parallèle qui va appliquer les bonnes affaires, qui va être vraiment axé pour faire une nouvelle normalité. Parce que, moi, je me le répète souvent, c'est prends-toi pas trop au sérieux. Tu sais, même là, c'est OK, on va jouer au bourgeois, puis on va poser des belles questions bien formulées, mais on dirait que je m'éloigne de moi-même, je m'éloigne de viscéral, ce qui est là, vraiment la passion puis l'intensité. Puis on regardait le groupe Les Idols, puis c'était un gars passionné qui crie dans le micro, mais il y a cette énergie-là qui disparaît peut-être quand on essaie trop d'être sérieux, puis trop formel, trop... Peut-être, Ouais. C'est pour ça qu'on utilise l'humour, bien qu'on ait ce personnage de rôle, c'est un peu du théâtre aussi. Ouais, c'est ça, c'est de pas se prendre au sérieux pour être capable d'être focus, pour être en mesure de pas perdre l'énergie ou pas perdre son authenticité, puis aussi c'est d'aller solliciter l'intérêt des gens puis leur faire part que, tu sais, être politique, c'est intimidant quand même. Moi, depuis que je suis jeune, on me dit « sois pas politique, donne pas ton opinion ». OK, pourquoi? Prendre parti, prendre position. Après ça, tu peux être redevant un concept philosophique, psychologique, politique, puis tu fais partie d'un groupe. C'est comme si la politique, t'as pas le choix de mettre une étiquette. T'as comme pas le choix de... Je trouve que c'est un bon point aussi d'avoir ces idées puis de les porter. C'est un concept que tu portes. C'est sûr que plus tu te médiatises après, plus tu t'exposes à des commentaires, à des gens qui n'ont pas les mêmes idées que toi. Donc, faut dealer avec ça un peu aussi. Essayer de regrouper un maximum de monde, mais tout en gardant son objectif, de savoir où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce qu'on veut. Ça reste des idées qui sont personnelles. Puis, on peut s'ajuster. On s'ajuste. Pourquoi qu'il y a une partisanerie? Admettons, aux États-Unis, en ce moment, je veux dire, c'est soit rouge, bleu, même au Québec aussi. Mais pourquoi qu'il y a une partisanerie? On peut pas... Faudrait avoir l'approche scientifique. Il faudrait qu'il y ait des partis qui suivent les scientifiques, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est pour ça qu'on a monté ça. Je pense qu'il y a vraiment des visions différentes au niveau idéologique. Dans les partis politiques, c'est tout ça qui est représenté. C'est pas un absolu. Moi, je veux dire, je peux adhérer à ce que Québec solidaire voudront pour un temps. Puis quand je vais voir qu'ils sont trop grands, ben je vais dire, ben là, il faut respecter les mouvements grassroots. Excusez-moi l'anglicisme, là, mais les grassroots, habituellement, c'est là que les belles idées se retrouvent. Puis vous autres, dans le fond, vous êtes un nouveau gouvernement. Un petit. On essaye de rester petit pour justement éviter de devoir rassembler trop de monde. Parce que quand tu rassembles trop de monde, tu es obligé de faire des compromis sur tes idées. Puis c'est ça qu'on n'a pas envie. Ça, c'est le mystère, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour rester humble quand il faut être dans les médias, il faut être grandiose, puis être le alpha, là, l'espèce de personne... Je sais pas, on s'appuie sur la science, puis on essaye. Moi, j'ai pas la connaissance dans tout. C'est pour ça qu'on s'entoure de spécialistes aussi. On va donner plus une grande place aux gens qu'on va consulter, aux scientifiques, aux économistes. Comment ça se passe? Est-ce que c'est beaucoup de travail d'aller ajuster, vous vérifier les sources puis vérifier les données? On est plusieurs à travailler sur ça. On a quand même des bons... Maintenant, c'est bien documenté, là, donc... On arrive à avoir des bonnes informations. On s'est entouré de gens qui sont vraiment très... ils maîtrisent leur sujet, donc on s'appuie un peu sur eux. On essaye de sonder aussi un peu où est notre public. Là. On va voir un peu quelle est notre fenêtre d'Overton, un peu, puis essayer de l'élargir toujours un peu. On fait des sondages, on voit où en sont les gens, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire comme changement. J'ai même des gens qui m'écrivent puis qui m'envoient leur CV. ils veulent des emplois, donc... Mais c'est ça justement, cette ambivalence, savoir est-ce que c'est vrai, c'est un humour. Il y en a qui jouent un peu plus sur l'humour. Moi, j'ai essayé de faire quelque chose un peu plus sérieux parce que je me suis quand même un peu construit la vie que j'aurais voulu avoir dans les sujets que... on sait jamais. Hein. C'est des choses que j'ai vues de toute façon de très proches, soit dans ma famille, soit des amis qui m'ont parlé de ça, soit tout ce que j'ai étudié, parler de mes idoles aussi. Donc c'est ça, je me suis construite ma vie de rêve. Puis c'est une belle vocation, je veux dire, c'est une belle façon de le faire parce qu'il y en a, comme je mentionnais, on m'a dit de ne pas être politique
mais il faut prendre action, là. Mais ça a des impacts quand même, parce qu'en étant politique, on va quand même toucher des gens, on va sensibiliser, on va peut-être dire des choses qui vont les offusquer, puis ils vont se remettre en question. Ouais. L'objectif étant de créer des débats, de sensibiliser, d'informer aussi beaucoup, parce qu'il y a quand même très peu, même s'il y a quand même on en parle de plus en plus des changements climatiques. On ne sait pas. Les mesures qui sont prises par le gouvernement sont clairement pas suffisantes, sont très loin d'être suffisantes, et ils disent pas la réalité de l'ampleur de la crise climatique. Donc c'est aussi un des buts du ministère, c'est d'informer sur l'importance et la gravité de la crise. Je le mentionne souvent, mais de m'assurer que moi, je suis confortable chez moi, que j'ai un salaire qui rentre, je vais me donner un statu quo ou un format social qui va m'assurer cette sécurité-là. Donc, dès qu'on attaque ma sécurité, on attaque mes... Et c'est sûr, on est tous formatés pour être Ouais. justement rentrer dans le moule du système, et que dès qu'on va toucher justement à des biens essentiels, à des besoins essentiels comme se nourrir, se loger, se chauffer, quand on parle de décroissance, c'est sûr que on vient toucher tout ce qui est non essentiel. On essaye de réduire tout ce qui est non essentiel. Donc les gens qui ont été formatés dans ce système-là, qui ont grandi avec tous ces objets-là, ils se sentent attaqués dans leur liberté dès qu'on parle de les supprimer. Ouais. Donc c'est un deuil une prise de conscience qui est très difficile à faire. De lâcher prise sur tout ça, de comprendre la nécessité de lâcher ça, de sortir de cette culture de l'égoïsme un peu aussi. Ouais, c'est le rêve américain. C'est une culture de l'égoïsme. Ouais. On n'est pas né comme ça, on a été formaté comme ça. Ah oui, tout à fait. Ouais, le rêve américain de la mère avec la tarte aux pommes sur le bord de la fenêtre, puis les petits-enfants qui courent, puis le père qui rentre. Puis à la maison, avec la clôture, on nous a fait croire que pour être heureux, il fallait avoir des biens matériels. C'est tragique. C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui se sentent pas bien dans cette société, qu'il y a autant de monde qui ont des problèmes de santé mentale, parce qu'ils sont pas en adéquation avec ce qu'ils ressentent. C'est une vie qu'on leur a imposée, qu'on nous a formatés là-dedans. Dès la plus jeune enfance, même à l'école, les enfants sont mis en compétition les uns avec les autres. Donc ça commence à changer, mais je veux dire, c'est l'inertie d'une société, c'est trop long, tous les changements sont trop longs par rapport au temps qui nous reste. C'est ça toute la problématique. Ouais, c'est calfeutré dans la bureaucratie, là. On est... Ouais. Puis même s'il y en a qui ont des bonnes intentions, qui veulent faire avancer les choses, ça, avec l'inertie du groupe, ça fonctionne pas. Il faut y aller de manière beaucoup plus radicale si on veut arriver à des résultats qui iront pour tout le monde. Puis donc, radicalisme, vous vous considérez pas radicaux quand même? Êtes-vous radicaux? On suit la science. Donc la science exige des mesures radicales. Donc oui, je peux dire qu'on est radicaux. Ouais. C'est sûr que c'est un des changements brusques qu'on réclame. C'est une carboneutralité en 2030. 2030, c'est demain. Ouais. Donc ça nécessite des changements radicaux. Et ça, c'est pas nous qui le demandons, c'est la science qui le demande depuis déjà plus de 30 ans. Sauf que, on le sait depuis 30 ans, sauf que l'échéance nous paraissait loin. Maintenant, on sait que c'est la fin. Oui, ça fait longtemps qu'il en parle. Moi, en fait, mon éveil, 2004, j'imagine, dans les environs, là, de m'abreuver sur l'Internet, d'aller voir des documentaires, de m'informer, puis d'envoyer ces documentaires-là à des amis, des contacts. Puis probablement 2004, puis déjà là, il en parlait, le signal d'alarme était déjà lancé, peut-être même avant. Même avant, dans les années 70, ça a été lancé. Ils ont lancé des imaginaires un peu aussi. Il y a des 70, ils disaient, il n'y a pas de limite. Allez-y, consommez, faites-vous plaisir. En 80, ils disaient, bon, il y a des limites, mais elles sont loin. Ouais. On s'en soucie pas. Dans les années 90, ça a commencé à dire, peut-être qu'il faudrait faire quelques petits changements, mais continuez de consommer, on va trouver, la technologie va nous sauver. Puis maintenant, c'est sûr que là, on est rendu à prôner la décroissance, parce que... c'est pas si mal que ça, la décroissance. Je regarde le concept. Ça a vraiment des bons côtés. Oui, c'est possible, c'est faisable. La décroissance est... ça va au-delà du compost. Ça va au-delà du compost. La décroissance programmée, pour moi, me semble un peu irréaliste. Elle aurait été applicable il y a 10 ans, peut-être. Il en faut une décroissance, c'est sûr. Mais elle va nous être imposée, on va la subir au lieu de la programmer. C'est ça le problème. Mais c'est quand même irréel. Le concept de consommer, puis de se foutre de l'environnement, puis de... Ils font tout pour regarder le système en place. La consommation, tout le système
complet est bâti sur cette méthode-là de consommer. Donc même, mais je veux dire, même quand ils veulent faire améliorer le sort des changements climatiques, essayer de contrer tout ça, ils vont le faire dans la consommation. Ouais. Tu sais, je veux dire, ils vont... Ben, il y a une affaire qui est effrayante, j'ai vu, c'est... d'un côté, il y a les scientifiques qui vont essayer de, admettons, augmenter l'efficacité du solaire. Puis dernièrement, ils ont fait une découverte intéressante. Là. J'ai vu ça dernièrement, c'est des nouvelles avancées dans le solaire. Donc, d'un côté, tu as ces scientifiques-là qui vont essayer de développer les technologies, mais de l'autre bord, tu as les scientifiques qui sont payés par je sais pas trop quelle corporation qui vont essayer de, ben, disons, trouver des solutions, mais juste pour empêcher les gaz à effet de serre de quitter ou Ouais, ils veulent d'aller faire dans... des arbres qui vont absorber Ouais. les émissions de CO2. Enfin, c'est complètement illusoire là, de penser que la technologie peut nous sauver, rendu là. Ah, c'est ça, l'être humain qui se dit depuis des années, il dit, oh, on va trouver une solution Oui, éventuellement. parce que c'est très difficile pour le cerveau humain d'accepter que son monde va s'effondrer. C'est impossible même. Le choc serait beaucoup trop grand. Donc, on se cache derrière le déni. Le déni est salutaire pendant un certain moment, mais après ça, il faut regarder la réalité en face puis faire des actions. Inévitablement, ça a changé. Là. Le rêve américain, comme on mentionnait tantôt, ça n'existe plus. Là. Non. on n'est plus dans cette direction-là. Mais là, la décroissance, enfin, je veux dire, l'effondrement a déjà commencé de toute façon. Donc, on est dans une phase d'effondrement. Déjà, on réalise que ça fonctionne plus, puis tout est en train de s'écrouler tranquillement. Ce mythe-là est en train de s'écrouler. C'est une des premières phases d'effondrement quand le mythe s'effondre. Puis on le voit dans les politiques militaires des États-Unis depuis la fin de Bush. Dans le fond, ils se sont rendus compte que probablement que d'envoyer l'armée américaine dans d'autres pays pour faire la guerre, pour aller chercher des ressources, ça rentabilise pas autant. Fait que depuis la fin de Bush, depuis Obama, même Trump a respecté cette on va utiliser le mot décroissance, mais l'investissement dans le militaire a été... Fait que ça, c'est un signe de comment ça peut aller en ce moment. Je veux dire, le rêve américain n'est plus là. Les États-Unis n'ont plus la force d'être un gros joueur comme il était auparavant. Puis c'est vraiment un signe de Mais il y en a plusieurs des signes avant-coureurs de changement, d'effondrement. Là. C'est sûr que je l'ai pris la liste des différents effondrements qu'il pouvait y avoir. Tu peux avoir un effondrement financier, un effondrement économique, un effondrement politique. Donc tout ça, c'est sûr que l'effondrement financier, c'est comme quand l'espoir du business as usual s'effondre un petit peu, que les épargnes commencent à être gelées, c'est la perte des épargnes, perte des assurances, perte des fonds de pension. Ça, c'est des choses qui sont déjà arrivées en Argentine, par exemple, en 2001. Donc là, c'est sûr que pour vivre cet effondrement-là, il vaut quand même mieux apprendre à vivre avec très peu d'argent. Déjà, ça, c'est un des premières choses. Après, tu peux avoir un effondrement économique, c'est-à-dire que l'espoir que le marché y pourvoira est perdu. Donc, il peut y avoir les chaînes d'approvisionnement qui sont rompues, des besoins essentiels qui sont comme en pénurie, tout ça. Ça devient une norme, en fait, les pénuries. Ouais. Ça, c'est ce qui est arrivé à Cuba dans les années 90. Ils sont soumis aux restrictions imposées par les États-Unis, là, juste pour accommoder ça. Ils sont rationnés. Rationnés, Ils sont rationnés. Donc, l'effondrement peut avoir lieu à différentes sphères dans le monde, à différents endroits, à différents moments. Ça peut être... Puis, tu as des effondrements politiques, justement, quand tu as l'espoir que tu fondais dans le gouvernement qui perd tout son sens, qui s'effondre. Les gens n'ont plus confiance en les gouvernements. Ça se passe actuellement, même, on dirait, en Europe. Tu vois, quand sous couvert de maintenir l'ordre en place, ils vont mettre des couvre-feux, ils vont mettre des lois vraiment plus martiales. Donc ça, on le voit en France essentiellement depuis les attentats en 2015 déjà. Tu récemment vois. aussi. Et même récemment. Donc sous couvert de maintien de l'ordre, on a une force qui est démultipliée. Donc ça, c'est vraiment tout l'aspect politique qui est en train de s'effondrer. Puis c'est sûr que selon certains scientifiques, là, selon Orlov, pour les États-Unis, puis la majorité des pays riches comme le nôtre, ces 3 types d'effondrements-là, déjà, on est sûr de les vivre. C'est indéniable, on n'a plus... faut s'y préparer dans les prochaines années, ça va commencer par là. Après, il y a différents types d'effondrements. Effondrement social, c'est quand on perd confiance un peu, quand les gens s'occupent de nous, que tous les aspects communautaires n'arrivent plus à suivre parce qu'ils n'ont plus de ressources, où il y a des conflits internes, qu'on est un peu livré à nous-mêmes. Après, tu peux avoir des effondrements écologiques aussi, mais ça, c'est un des seuls effondrements qu'on n'est pas sûr de se relever.
Ouais, ça, c'est l'effondrement qui va tout L'effondrement, mais changer, là, qui c'est sûr va... que là, ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est qu'il y en a plusieurs qui se déroulent en même temps. Et c'est justement le fait qu'il y ait plusieurs types d'effondrements qui peuvent se déclencher en même temps Ouais. qui fait peur. Ouais, on parlait, puis on n'a pas besoin de trop aller dans Mm. la politique américaine, puis Trump, là, Mm. puis peut-être aussi le conspiracy theory de la COVID, puis tout ça. On peut s'amuser quand même là, à inventer qu'est-ce qui se passe réellement dans l'arrière-plan avec la COVID, là. Mais juste, tu mentionnais tu sais, la chute ou la déconstruction d'un parti politique. Là, les gens perdent confiance. Ou c'est qui les républicains aujourd'hui? Là? Aux Perdre États-Unis, ils ont confiance, l'arrivée complètement de la corruption perdu aussi leur... avec. ouais, Ça vient quand tu as un avec. punk à la Maison-Blanche là, qui agit Comme un fou. comme un fou, comme un gars des Sex Pistols, là, je veux Ouais. dire, tu peux pas... ça peut être nuancé, ça peut être une approche intéressante, puis on le saura juste en regardant dans quelques années, en faisant une analyse politique sur Trump, là, mais la COVID, ça, c'en est un. Je veux Ben, dire, c'est les un type d'effondrement restrictions, aussi. tu Exact. parles des restrictions ou des couvre-feux, Des là, ça, j'ai vu ça, qu'il y couvre-feux. avait, Ouais. je pense, c'était quel le média? Il y a Ben, un des- média quand même reconnu qui avait mentionné là, qu'il y avait une étude de couvre-feu, voir si les Canadiens seraient en... Oui, mais actuellement le en peuple France, il y canadien a un serait... couvre-feu qui est en place. Après 8 Ouais. heures, ils n'ont plus le droit de sortir. Ils doivent sortir simplement avec des attestations pour pouvoir travailler. Ou alors faire leur épicerie à moins d'1 kilomètre de chez eux. Ils ont plus... Actuellement, c'est ça. Ça, Ça, c'est en France. Suite Celui pour la COVID, ouais, c'est pour la pour la deuxième COVID. vague. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Donc, on voit qu'il y a des restrictions de liberté. C'est sûr que à partir du moment où il y a des mesures comme ça arbitraires qui se mettent en place, qui sont pas toujours très bien expliquées, le peuple commence à perdre vraiment Parce qu'elle a confiance dans son posé... gouvernement. Ouais, totalement. Puis à l'opposé des couvre-feux dus à la COVID, l'opposé de ça, c'est d'adhérer au concept du vaccin puis de l'acheter, dans le fond, pour que le commun du mortel paie pour avoir ce vaccin-là, pour être libéré de ce fléau-là. Ouais. Et c'est le vaccin, là, on parle de justice aussi, à quel point tout le monde sera vacciné, à quel point ça sera juste les pays riches qui auront accès à ça. Il y a ça aussi. C'est Donc, toujours une crainte, là. Mais on tombe ouais. peut-être dans le conspiracy theory. Ouais, Mais, peut-être. tu sais, Mais c'est sûr qu'ils l'ont beaucoup repris, mais Hmm. on peut pas non plus remettre en cause de tout je pense, la nécessité des vaccins. Ben, j'en parlais dans un podcast antérieur avec Tarek Chatila. Ça, c'est un podcast en anglais, si jamais vous voulez aller voir, mais on mentionnait, puis c'est un extrait aussi de Jonas Salk, qui est lui qui a découvert le vaccin contre la polio, mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a pas monétisé, là, il l'a donné, il l'a offert, il l'a donné comme de bon cœur, comme en tant qu'humain, il voulait offrir ça Ben, c'est ça le problème, c'est que c'est les capitalistes qui proposent ça, Ouais. qui tiennent la santé et puis qui font de l'argent avec ça. Ouais, ben comme exemple, il y aurait aussi Aaron Swartz, qui est le jeune activiste là, qui est décédé, qui s'est suicidé parce qu'il y avait des pressions du FBI qui le jugeait. Mais lui, ce qu'il avait fait, là, je vais généraliser, mais il y avait des données qui étaient des données scientifiques qui étaient dans un serveur dans une université quelconque. Puis ces données-là avaient été appropriées par des intérêts capitalistes puis pharmaceutiques. Puis lui, a fait son Robin des Bois, a donné accès à ces données-là, mais s'est fait réprimander assez intensément. Puis finalement, il n'a pas été capable de survivre à la pression, puis il s'est suicidé. Là, puis, c'est triste. Ouais, dernièrement, ça fête son anniversaire de naissance, c'était le 8 novembre. Dernièrement, j'ai publié un extrait, là, mais... il s'est suicidé au mois de janvier. En tout cas, c'est une histoire tragique, là, mais ça en est un exemple. Là, c'est l'appropriation des intérêts capitalistes pharmaceutiques sur la réalité, puis comment on se fait avoir. Fait que les vaccins, dans le fond, c'est ça. Tu as les élites comme Microsoft, Bill Gates, qui lui est un philanthrope, supposément qui investit pour ce vaccin-là, mais en bout de ligne, lui, acquiert du pouvoir politique inévitablement à travers ses activités philanthropiques, puis il va bénéficier, va vendre ce vaccin-là, va faire de l'argent. Fait que ça, c'est ça. Dès que l'argent fait rouler le monde, puis on en a besoin, mais à quelque part, ça joue avec la morale, ça joue avec la morale, parce qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui fait de l'argent, c'est qu'il l'a fait sur le dos de quelqu'un. Soit sur le dos d'un bien, d'un environnement, ou du travail de quelqu'un, de l'exploitation. Donc, c'est toujours juste avoir... Moi, je pense que le meilleur, c'est d'avoir le minimum pour sa survie. Il y a même des projets politiques là, qui ont été
qui ont été proposés sans argent, revenir avec du troc, avec de l'échange, Oui. des monnaies locales. Donc, il y a des choses qui sont plus éthiques qui existent là. Donc, Le dernier podcast avec Alexandre Guillemette, justement, on parlait de monnaie locale. Lui, c'est Marché B. Il a créé une monnaie locale, c'est les Wizac, mais vous pouvez regarder sur un podcast antérieur, là, Alexandre Guillemette. Mais oui, c'est ça, la monnaie locale, c'est vraiment une bonne approche. une belle alternative. Oui, il y a moyen d'inspirer au travers de ça, même si ça ne fonctionne pas nécessairement, ces monnaies locales-là à grande échelle. Je veux dire, locale, c'est important, c'est la richesse locale. Je pense que c'est surtout vers ça qu'il faut qu'on retende, là, le local, le petit, il faut qu'on arrête là, tout ce qui est importation. Il faut qu'on arrive à retrouver notre main-d'œuvre aussi, localement, qu'on récupère nos savoirs, qu'on se forme, qu'on... c'est trop centralisé. Puis qu'on s'arrange avec ce qu'on a aussi. On ne va pas consommer des choses qui ne poussent pas chez nous. À un moment donné, ça ne fait pas de sens. Tu suis le pantalon de jeans qui a été créé, je ne sais plus où, qui s'en va en Inde pour la teinture. Après ça, il est renvoyé au Danemark. Puis après ça, il est renvoyé... C'est épouvantable, ça n'a pas de sens. Même les fruits et légumes, là, tu as des tomates qui sont... Je veux dire, là, on avait même le coup des framboises, je pense. Il y avait des framboises qui poussaient en Argentine, qui ont été envoyées en Chine pour être empaquetées, puis qui reviennent au Canada, puis qui ont un label bio. Là. Ouais. Ça fait aucun sens. On vit dans un monde qui est complètement dénué de sens. Avez-vous quelqu'un au ministère qui se penche là-dessus ou... Pas pour l'instant. On regarde... il y a beaucoup de jobs à faire. Il y a beaucoup de jobs. Il faut s'attaquer sur tous les fronts. Donc, on essaye de chacun de prendre sa spécialité. Puis c'est sûr qu'il faudrait s'attaquer à tout. Et le problème, c'est que même dans l'activisme, on l'a vu, quand on s'attaque à tout en même temps, on perd les gens. Puis on se perd nous-mêmes aussi parce que ça devient une grosse charge. Il y a beaucoup de dépression aussi chez les activistes. Ouais. Donc en se concentrant juste sur une chose, en faisant une chose à la fois, je pense que ça a plus d'impact. Si tout le monde met ses efforts en même temps, au même endroit, ça fait évoluer les choses. Donc, on essaye de ne pas se laisser trop disperser par ce qu'on voit autour. C'est difficile, parce que il y a beaucoup de choses qui viennent nous chercher. Mais là, pour l'instant, on s'est attaqué à la surconsommation. On a commencé notre première loi sur les changements climatiques, donc en interdisant tout ce qui est surconsommation en publicité, tout ce qui est bien non essentiel. On s'attaque aux SUV aussi. Tout ce qui est publicité de SUV, tout ce qui est mode rapide également. Les stations essence bientôt. Là, en fait, on a décidé qu'on allait fermer un quart des stations essence à partir de janvier, je pense. C'est pas de bêtises. Puis, donc là, on est en train de préparer un projet de loi donc, contre les crimes climatiques pour instaurer un tribunal pour rendre nos actions légitime, en fait, nous autoriser à agir en toute légalité. C'est ça, vous faites affaire avec un avocat ou... on a des gens qui travaillent, des avocats qui travaillent avec nous. Puis donc là, on a préparé ce projet de loi qu'on est en train de finir, on fait une commission parlementaire à la fin du mois, là, dans quelques semaines. Donc, on a des intervenants, justement, Yves-Marie Abraham, qui a beaucoup participé à l'élaboration de ce projet de loi, qui va venir débattre et expliquer son point de vue sur les crimes climatiques. On a défini les crimes climatiques aussi, mettre des définitions, puis c'est plus facile aussi pour définir nos cibles et pointer du doigt les coupables. Donc, à partir du moment où ce tribunal sera mis en place, au mois de janvier, il y aura des premiers jugements qui auront lieu. Donc voilà. Est-ce que le terme écocide, est-ce que ça a été approuvé ou est-ce que c'est un terme que vous utilisez? C'est un terme qu'on utilise, ouais, un écocide. C'est vraiment détruire son environnement en toute connaissance de cause pour faire du profit. Ça, en tout cas, on peut-être tombé dans le truc trop légal, mais je me souviens un peu en quelle année, mais les corporations acquièrent l'identité personnelle ou sont devenues comme une personne, entre guillemets. Là. Fait que à ce moment-là, c'est là que c'est devenu assez difficile pour qu'un autre être humain fasse face à... Ouais, mais là, on veut juger les corporations au complet. Là. Regarde, à un moment donné, quand tu travailles... Parce qu'un individu fait... un individu, même qui travaille pour une entreprise, une corporation... Certes, il va travailler pour avoir de l'argent puis nourrir sa famille, mais il y a quand même sa part de responsabilité. Il fait rouler ce système-là. Parce que c'est qui le prochain? Je veux dire, une fois que vous faites tomber
c'est l'hydre, dans le fond. Là. C'est une fois que tu coupes la tête, t'en as deux autres qui repoussent. T'as quelqu'un qui va remplacer la tête de l'affiche, puis le représentant. T'as quelqu'un d'autre qui va aller pas dire prostituer, mais il va prendre l'argent qu'on lui donne pour aller vanter les mérites d'une entreprise qui est complètement... qui détruit l'environnement ou qui prend des actions. On préfère attaquer directement toute l'entreprise. Puis on aimerait ça aussi pouvoir considérer que les environnements, et tout ce qui compose, par exemple, même un glacier, par exemple, qui fait partie d'un environnement, soient considérés comme des personnes morales aussi à un moment donné. C'est les gros argents, dans le fond, c'est ça. On revient au capitalisme, mais c'est le gros argent. Comment on fait pour faire face à une corporation qui a des millions à mettre dans une défense légale, puis à quelque part, Trump, c'est ça que... En tout cas, je veux pas trop rentrer dans l'histoire de Trump, là, mais on pourra... On va le laisser partir. On va arrêter de l'attaquer, le pauvre gars. Mais c'est de la satire, à quelque part. Moi, je me sens mal des fois parce que Trump, ou n'importe quel président, dans le fond, ou Trudeau aussi, je veux dire, je suis pas pro-Trudeau, je suis pas pro-Biden ou pro-Trump. Moi, je regarde les gens qui sont là, ceux qui sont en place, puis ils sont redevables au public. Ils sont supposés représenter le peuple. Et ils sont supposés guider un peuple dans la bonne direction. Puis là, ils guident les gens dans la mauvaise direction en toute connaissance de cause. Je veux dire, ils sont informés de tous ces problèmes climatiques. Ouais. Ils sont informés de tous ces écocides. Puis c'est sûr qu'ils ont une part où ils sont comme pieds et poings liés dans des accords, dans des... je veux dire, les industriels ont la mainmise un peu partout, là. Ouais. Mais ils ont leur grosse part de responsabilité. Je pense qu'à un moment donné, quand tu as le futur de autant de monde sous tes ailes, là, il faut peut-être que tu prennes tes responsabilités, puis que, quitte à ce que ce soit des mesures qui ne plaisent pas à la majorité, peut-être que déjà, s'il y avait l'éducation qui avait été faite dans ce sens-là, ça serait mieux accepté, ces mesures-là qu'il faut mettre en place. L'éducation. Ils jouent avec ça. Hein, ils jouent, mais je veux dire, les gens sont pas éduqués, ils retiennent l'information, ils expliquent pas. J'ai pas encore... ils ont déclaré une urgence climatique, mais j'ai pas encore vu des politiques nous parler de chiffres et nous parler d'échéances et nous expliquer, nous parler de justice climatique. Ça, il y en a aucun qui en parle. Parce qu'il y a un devoir citoyen de... Mais est-ce qu'on a le temps d'être journaliste citoyen? Est-ce qu'on a le temps de rentrer chez soi le soir après avoir travaillé toute la journée puis de faire l'exercice d'aller étudier la politique ou étudier l'histoire ou étudier des lois, des nouvelles lois ou d'apprendre au sujet de l'environnement ou les méthodes d'agriculture qui sont inadéquates? Est-ce que les gens, le commun du mortel, rentre chez soi puis en tant que citoyen se fait promettre que le rêve américain puis là, il se réveille puis... Finalement, il y a des restrictions. Il faut qu'il reste chez soi, il faut qu'il y ait un couvre-feu parce qu'il y a la COVID. Puis c'est comme, pourquoi est-ce que les urgences sont pas plus fonctionnelles? Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas dans les urgences au lieu d'empêcher les gens d'aller travailler? T'sais, l'économie, on est en train de la détruire pour le COVID, mais au lieu de dépenser cet argent-là à payer les gens à rester chez soi, investit dans les urgences, dans les mais le problème, je pense qu'il y a tellement de choses, tout est tellement interconnecté que là, actuellement, s'ils laissent l'économie s'effondrer, ça va avoir des répercussions sur beaucoup de gens, la santé mentale, sur beaucoup d'autres aspects qui, finalement, si on voit que actuellement les urgences ne sont pas capables de survivre à une variation de 0,01% de plus d'hospitalisation, s'ils sont tellement à flux tendu que, regarde, si tu rajoutes des cas de santé mentale, si tu rajoutes des cas de cancer et tout ça en plus, c'est que parce que toute société est tellement toxique, mais si tu arrêtes tout d'un coup, tu vas avoir tu vas voir la réalité l'ampleur du problème, puis je pense que le système n'est pas prêt pour accueillir toute l'ampleur du problème. C'est pour ça qu'ils maintiennent ça en place encore. Puis on n'est pas prêt non plus à avoir une autonomie alimentaire, on n'est pas prêt donc tu sais, il y a... Ouais, c'est centralisé, c'est ça. Tout est à flux tendu. S'il y a une corde qui pète, il y a tout qui pète en même temps. Ouais. C'est ça le danger. Et ils essayent c'est pour ça qu'ils mettent autant d'énergie à essayer de maintenir ce système en place, mais ça fait aucun sens. À un moment donné, j'aimais bien cette comparaison que je sais plus qui avait fait ça. Mais quand tu as un arbre dans une forêt qui est grandi, qui a fait ça, qui a fait son temps, puis qui est pourri, là. À un moment donné, au lieu d'essayer de le maintenir en place, puis de l'élaguer pour qu'il continue de vivre, regarde, tu le laisses tomber, puis ça va laisser toutes les jeunes pousses qui n'avaient pas assez de lumière pour pousser vont pouvoir prendre place. Ouais.
Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives, d'idées, de créativité dans ce monde qu'on pourrait... Il y a des solutions, on pourrait en trouver. On en a trouvé, il faut juste leur laisser la place de grandir. Ouais. Puis il y a des gens qui essayent de tenir cet arbre-là en place. Ça fait aucun sens, il est mort. Ouais, ben quand t'es au top de la chaîne alimentaire, t'es un vieux bonhomme cupide là, qui a qui est assis sur sa montagne Au d'argent. final, Là, tu veux le garder. Là, c'est ton 1% de gens là, Ouais. qui dirigent le monde. Puis Ben, il y a ça, oui, mais puis je vais les blâmer eux, mais personnellement, je veux dire, instinctivement, j'ai cette espèce de réaction-là aussi de vouloir garder mon trésor puis de D'accord. conserver mon Parce qu'on est victime aussi de ce là. système-là. On est aussi victime. Ouais, ok, ce serait un genre d'apprentissage, comme tu le mentionnais, là, un genre de... Ben, on est coupable et victime en même temps. Hmm. Mais je pense qu'on est plus victime que coupable. Hmm. C'est normal qu'on se sente de même, qu'on n'a pas Ouais. envie de lâcher ce qu'on a accumulé parce qu'on nous a fait croire que c'était infini, qu'on aurait ça tout le temps, qu'on aurait... Parce qu'on a un pouvoir d'achat, on a un pouvoir démocratique au travers des achats qu'on fait en tant que consommateur. Est-ce que ça existe, Oui. ça? Selon toi, c'est quoi le... Oui, ben c'est sûr qu'on a un certain pouvoir, mais tu sais, les boycotts ont pas fait leur preuve non plus. Il n'y a pas assez pour... C'est sûr que c'est On peut bien pas faire ça tout le temps. Ça là. déstabilise. C'est comme même comme le principe de la ronce. Je sais pas si tu connais ça. Non. La ronce, c'est un mouvement radical en France qui s'est lancé et qui, par des actions de désobéissance civile directe, d'action directe, veut être une épine dans le pied de toutes ces corporations. Récemment, ils ont lancé un appel et ça a été relayé par tous les médias indépendants. Par exemple, pour déboucher ou saccager tous les paquets de sucre dans les supermarchés parce qu'en fait, ils se sont aperçus que les lobbies du sucre en France ont poussé fort pour réintroduire les lois permettant l'usage des néonicotinoïdes, les fameux les pesticides ultra toxiques là, qui voulaient l'utiliser pour la betterave. Sauf que ça détruit les abeilles, ça s'infile dans le sol, ça pollue, c'est terrible. Ces produits-là. Et en fait, les lobbies du sucre sont allés pousser et sous couvert justement de la Covid et d'une situation financière instable, ont réussi à réintroduire cet usage-là pour encore quelques années. Et donc, pour contrer ça, la ronce a décidé d'inciter tout le monde, chacun dans son coin, en allant à l'épicerie, à déboucher les paquets de sucre, à voler les bouchons, à les ouvrir pour que les produits soient invendables. Et au final... toutes ces actions-là ont fait perdre des milliers et des milliers d'euros à ces grosses compagnies. Et c'est sûr que les commerçants ont aussi cette responsabilité-là parce que ces commerçants-là commandent ces produits-là, les vendent, donc ils les cautionnent à un certain moment. Quand tu vends un produit, tu cautionnes tu cautionnes la manière dont c'est fabriqué. Donc, tu as ta responsabilité aussi. Donc, ils ont une légère perte. Et encore que je pense qu'ils se font rembourser. Soit ils se font rembourser par les industriels. Donc, c'est tous les industriels qui sont doublement perdants. Le gaspillage alimentaire, ça, c'est quelque chose qui est justement mis de l'avant par ceux qui sont contre qui essayent de stopper ça. Mais en fait, les sucres peuvent très bien être donnés à des associations, puis donnés à des gens. Donc, s'ils veulent qu'il n'y ait pas de gaspillage alimentaire, il n'y en aura pas. Mais je suis content de voir, en fait, que le public... il y a un éveil. Il y a un gros éveil. Là, depuis 2018, là, il y a vraiment... Je pense que ça se réveille assez solidement. Depuis... Ou même 2008 avec les banques, comment ils ont... La crise du hedge fund, puis comment que Obama a réagi en envoyant de l'argent aux banquiers, puis depuis ce temps-là... C'est sûr que là, je pense que dans 2008, ça a mis en avant la corruption, puis la pourriture du système bancaire. Mais par contre, les gens n'ont pas vraiment fait le lien avec la crise climatique, je pense. Et là, c'est sûr qu'il y a plusieurs associations actuellement qui essayent de faire le lien avec Extinction Rebellion, qui fait une campagne contre la RBC et contre les banques. Donc, qui essaye de montrer, d'éduquer les gens et leur dire que leur argent, c'est les pires émetteurs de gaz à effet de serre. L'argent que tu as dans ton compte bancaire. Parce qu'avec cet argent-là, que tu leur laisses à disposition, ils vont investir dans des produits, dans du pétrole, dans des énergies fossiles, extension de mines,
Donc, c'est de retirer l'argent de cette banque-là. C'est retirer l'argent de cette banque-là ou demander à son banquier de l'investir différemment. Il y a des alternatives qui existent là. Il n'y en a pas beaucoup au Québec. Il y en a une. Il y a Caisse d'économie solidaire qui va investir ton argent uniquement dans des produits solidaires comme je sais qu'ils ont investi dans Bâtiment 7, dans les fermes Loufa, dans les choses de même. Ah ouais. Donc, dans plein de... Tu sais, qui vont être pour la communauté, pour des produits, des projets écologiques basés sur le futur. Donc, les solutions, elles existent, c'est juste de les faire connaître au grand public. Oui, puis ça, c'est la communication. Puis moi, en tout cas, ce matin, j'avais comme une pensée. J'étais terrifié peut-être même un peu au fait que il y a beaucoup de publicité sur Facebook maintenant. L'Internet est un peu... Tu as vu le reportage derrière nos écrans de fumée? Non, vas-y donc. C'est terrible. Ils calculent comment les médias sociaux captent notre attention, ils mesurent chaque microseconde qu'on passe devant une publication pour en déterminer si ça nous intéresse. Puis dès qu'ils voient qu'on commence à zapper trop vite, hop, ils nous remettent quelque chose qui va garder notre attention. Leur objectif étant toujours de nous garder le plus longtemps possible sur les réseaux sociaux, puis de nous mettre des petites pubs au passage. Ça n'a jamais été ça, l'idée de l'Internet. Je pense pas que ça a été ça, non. Non, l'idée, c'était d'avoir un channel, excusez-moi l'anglicisme, mais un channel pour échanger, pour pouvoir grandir à notre vitesse ou pour avoir un lien social, pour communiquer, pour avoir une communauté. C'est sûr que... un système de consommation, c'était pas ça l'objectif. Non, c'était pas ça l'objectif. Le capitalisme s'est mis là-dedans, vu qu'ils pouvaient en faire de l'argent à vendre des données. Ouais. Donc, ils prennent... Je pense que la monétisation des données a été quelque chose de terrible. Puis, il n'y a pas juste les réseaux sociaux. Tu vois même dans les centres d'achat, même Carrefour Laval, à côté de Montréal, les panneaux publicitaires qui étaient à l'entrée d'un panneau d'information qui captaient depuis des années, depuis 2008, je pense, le nombre de personnes qui passaient, leur sexe, leur âge, ils essayaient d'estimer, je pense, même le niveau social. Ils prenaient des photos, donc ils disent qu'ils effaçaient les photos après, mais qu'ils gardaient simplement ces données-là, puis après ça, ils faisaient leur plan de développement avec toutes ces données. C'est partout. On se perd dans... J'essaie de le comprendre, mais tu vois, l'espèce de... La corporation qui entame toutes ces façons de faire-là avec le public pour aller chercher plus de données, pour essayer de vendre davantage de produits... On dirait que les valeurs morales disparaissent le plus haut que tu montes dans les échelons, mais il n'y a pas un espèce de richissime milliardaire au top qui va vraiment être cruel, puis tu sais, comme Mr. Burns dans, excusez-moi, Les Simpsons, là, je ne veux pas utiliser ça comme exemple, là, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un genre... Ça existe, ça, mais... ils sont importants, ils sont dénués d'humanité, à un certain sens. Ils peuvent donner des ordres pour mettre plein de gens à pied sans aucune émotion. Donc, ils sont dénués d'humanité. Ils ont perdu leur humanité, ces gens-là. Oui, il y avait je vais le mentionner parce qu'il y a le Capital in the 21st Century. J'en parlais à quelqu'un ici qui est en train de nous filmer, là, mais Capital in the 21st Century sur Netflix, j'ai vraiment aimé ce documentaire-là. Puis justement, en guise de mise en contexte, au départ du documentaire, il parle de la Révolution française, mais il explique pourquoi que la Révolution française a eu lieu, puis ils font un comparatif à aujourd'hui avec les nobles, puis l'élite, puis tous ceux qui s'imaginaient qui méritaient d'être les dirigeants, puis Dieu les avait choisis ainsi, puis le peuple esclave, c'était des... Ils sont faits pour nous nourrir. Exact. Puis ça, allez voir ça, Capital in the 21st Century sur Netflix, c'est vraiment... ça met tellement bien... Ça explique tellement bien l'histoire de l'argent, de l'époque industrielle, où on en est aujourd'hui, en fait. Moi, j'ai vraiment adoré ce documentaire-là. Puis justement, c'est ça, c'est les espèces de richissimes élites là, qui se sentent comme si leur comportement était justifié juste parce qu'ils font de l'argent. Puis, mais qui vont même pas essayer de voir plus loin les conséquences de leurs décisions sur les petits gens, là. Enfin, en tout cas, pour tous les gens qu'ils exploitent, finalement. Donc, ils exploitent du monde, puis ils ont... aucune conscience de qu'est-ce qu'ils imposent aux autres. Parce que c'est un investissement aussi. Disons qu'on invente une technologie, un vaccin. Mais l'objectif du vaccin, c'est de faire bénéficier les autres, c'est de sauver les autres. Parce que si le peuple, si le commun du mortel est en santé puis est heureux, il va travailler, il va aimer sa vie, il va vouloir s'investir davantage dans la société. Tandis que là, on est sous attaque là, d'une espèce d'intérêt capitaliste, puis
Puis l'espèce de mise en contexte ou le setting, excusez-moi, là, mais c'est l'environnement qui est en train de se désagréger. Puis un autre documentaire, je vais en lancer un autre pour Netflix. Puis je suis pas pro Netflix, là, mais quand même, il y a des documentaires intéressants sur cette plateforme-là. Puis c'est Kiss the Ground avec Woody Harrelson. Puis il parle justement des pratiques d'agriculture qui sont complètement insensées, qui sont en train de détruire le sol. Et ils disent que dans 30 ans, ça va ressembler à ce qu'il y avait eu en Italie il y a quelques années où c'est que le sol était plus praticable. Les sols sont plus fertiles. Ça, c'est un des gros problèmes aussi de tout ça. C'est qu'on exploite avec le capitalisme, la mondialisation, on exploite au maximum les sols, toujours pour avoir le plus de rentabilité possible, toujours dans cette recherche de tirer le maximum. On ne remet pas les sols dans leur état initial, on ne leur laisse pas le temps de se régénérer. Sauf que là, il y a l'aspect changement climatique qui arrive derrière, avec les sécheresses, avec... actuellement, je pense qu'il y a plus de 40 pays qui sont dans un stress hydrique extrême. Ah ouais. Donc là, on craint déjà pour les cultures, pour pouvoir nourrir l'ensemble de la population dans les prochaines années. Puis on sait très bien que avec les sécheresses et chaque demi-degré, chaque pointe de dixième de degré qu'on prend va avoir un effet catastrophique sur l'état des champs, l'état de notre grenier, finalement. Puis on peut faire une comparaison. Tantôt, je mentionnais les deux idéologies scientifiques. Tu as ceux qui veulent patcher ou mettre un pansement sur les problèmes qu'on a amenés sur la table, ou tu as ceux qui veulent vraiment aller retourner de la décroissance, par exemple, ou aller corriger le problème à la source. Mais tu avais ça dans ce documentaire-là. Il mentionnait que pour l'agriculture, je veux dire, amener des bêtes, amener des vaches pour aller sur le pâturage. Puis selon Pablo Servigne, c'est vraiment la seule option, je pense, possible, c'est de réintégrer les bêtes de trait et réapprendre à faire de l'agriculture. Je pense qu'il y a un tiers des gens qui vont devoir retourner à l'agriculture dans les 10 prochaines années. Parce que à un moment donné, on n'aura plus de machinerie ou ça coûtera trop cher. Non, je veux dire, il faut qu'on réapprenne ces savoirs-là. Ouais. Et il va falloir qu'on apprenne à vivre aussi sans la mondialisation, c'est-à-dire sans toutes les importations. On l'a bien vu, même ne serait-ce que le stress que ça a généré au Québec pendant la COVID, de voir les frontières se fermer, d'avoir du réapprovisionnement qui ne se fait pas. On s'est posé la question, est-on autonome au Québec au niveau de l'alimentaire? Clairement pas, on en est très loin. Donc là, il y a des investissements qui sont faits. On a réalisé à quel point c'était essentiel. Comment on fait pour pallier à l'imposante réalité américaine? J'en ai eu dans un podcast, on discutait de ça, c'était l'industrie américaine. Là, on s'éloigne peut-être du sujet. Là. Si jamais tu sais qu'on s'en va trop loin, tu me le diras. Là, mais peut-être en guise d'exemple, c'était ça, c'était que les Américains, eux autres, leurs fermes sont gigantesques. Puis les animaux, ils vont aller faire ils vont enfouir ce que les animaux laissent, puis ils n'ont aucun respect pour les normes pour la sécurité de l'environnement, tandis qu'ici, on respecte ces normes-là. Fait que nous, déjà, on est des petites agricultures comparativement aux Américains, on respecte les normes, puis on a ce voisin-là d'en haut, en plus, qui attaque le Québec, l'industrie laitière, puis il taxe davantage. C'est quoi que Trump a fait? Il a taxé sur l'industrie laitière, il a taxé sur l'acier. L'acier, l'aluminium. L'aluminium, ouais. En tout cas. C'est sûr que ça fait un concurrent, c'est de la concurrence déloyale. Ouais, c'est ça. Après, à un moment donné... En tout cas, on divague, là. Mais Biden a dit qu'il voulait retourner aux accords de Paris. C'est ça, c'est une excuse pour ne pas appliquer des mesures environnementales ici aussi. Ouais. À quel point, on comprend, c'est sûr qu'on fait passer l'économie avant l'environnement. C'est ça qui s'est passé ici. Là, parce que pour pouvoir sauver les emplois, pouvoir sauver l'économie, parce qu'il y avait de la concurrence déloyale, on n'a pas mis en place des normes environnementales qui auraient dû être mises juste parce que nos voisins les pratiquent pas. Ouais. Tantôt, tu mentionnais que des fois, le matin, c'est difficile de se lever, avoir à absorber toute cette réalité-là. Puis psychologiquement, moi, je sais que des fois, faut que je décroche. Je peux pas toujours lire les mauvaises nouvelles parce que ça a un impact. Puis je pense que c'est très anxiogène, là, tous ces sujets-là.
génère vraiment des grandes angoisses parce que on se sent totalement impuissant. Ça a des effets sur la santé mentale, ça a des effets sur le corps. Ouais. Comme je mentionnais tantôt aussi, l'impuissance, ça crée des cancers, là. Ouais. On se rend malade de tout ça. Donc, il faut apprendre à décrocher avec ça, mais il y a tout un processus de deuil aussi à faire. Ce qui est très difficile pour les gens qui ont pris conscience que l'effondrement arrivait, c'est que, bon, malgré les étapes dans lesquelles ils se trouvent, c'est qu'il faut qu'ils continuent de vivre dans ce système-là qui fait aucun sens. Parce que avec l'effet d'inertie, ça prend tellement de temps à changer qu'on est obligé de continuer de côtoyer ce monde-là. Côtoyer, on est juste en écoutant les informations, c'est difficile. Donc, on essaye de trouver des aspects humoristiques un peu pour... Ouais. Je sais pas essayer si- de voir les bons côtés des choses aussi. Ouais. Je pense que l'effondrement apportera beaucoup de bonnes choses. Mais C'est, les gens ne le réalisent pas encore. Parce que moi, je me sens coupable. Je veux dire, faut que j'aille prendre ma voiture plus tard, puis je me sens coupable. Si j'avais une auto électrique, oui, je serais content, mais on me dit que l'auto électrique, finalement, c'est pas la solution. Mais je pense que ça faut amène dans la arrêter bonne de se direction. sentir coupable aussi Ouais. de tout. C'est parce que, je suis sûre qu'il y a des efforts à faire, mais tu sais, même si la majorité des gens sur cette planète faisaient tout, ou même au Québec, si on faisait tous les efforts qu'on nous demande de faire et qu'on nous met de la pression pour faire, ça réglerait pas le problème parce que c'est les plus grosses industries qui polluent. Ouais. Tu sais, ils nous laissent pas le choix, là. Ils nous ont construit un système dans lequel on est dépendant des autos, on est dépendant des supermarchés. Donc, on peut bien culpabiliser, mais on n'est pas responsable de ça, on est victime de ce système-là. Parce qu'on demande un changement. Ouais, on demande un changement, puis ils le font pas. Ils nous laissent le choix entre C'est- continuer, Ouais. polluer et polluer un peu moins. Je veux Parce dire. qu'il y a la cupidité humaine là-dedans, mais il y a aussi une espèce de la bureaucratie, puis les papiers, les échanges de comment changer ce Ouais, système-là, mais tout c'est extrêmement c'est lourd. un exercice vraiment difficile à accomplir. C'est Mais il pour faut ça le que je faire. disais tantôt que ils sont pieds et mains liés parce que les changements sont trop difficiles à mettre en place. Sauf que c'est sûr qu'en faisant prôner, en disant que la technologie va nous sauver, c'est prendre un peu les gens pour des idiots, là. Ouais, ça m'inquiète. Ça, je vois ça, des trucs comme ça, puis je suis comme, ben non, là, faut arrêter d'essayer de colmater. Là, Mais non, et c'est qu'ils n'ont rien compris au principe des limites. Là, on Ouais. vit dans un monde avec des ressources finies, là. Ouais, c'est ça, le problème va être toujours là. C'est ça, on peut pas vivre comme s'il n'y avait pas de limites alors qu'il y en a. Ça marche pas. Puis si on va, là pour l'instant, on va manger dans les stocks des voisins, puis on laisse les autres mourir de faim pour pouvoir garder notre confort. À un moment donné, ces gens-là, ils vont débarquer ici, là, les afflux de réfugiés, il va y en avoir, là. Comment on va gérer ça? Comment on s'y prépare? C'est moi ce que je reproche vraiment à tous ces gouvernements, c'est de faire les autruches, puis de rien mettre en place pour une résilience. Comment préparer les gens à tout ce qui s'en vient, parce qu'ils le savent. Donc comment on s'y prépare? Il faut s'y préparer. Il y a tout un aspect psychologique qu'il faut prendre en considération aussi. Puis il y a une valeur, la valeur morale, là, je veux dire, le bon code moral éthique, je veux dire, il y a une valeur là-dedans aussi. Ouais. Il y a une façon de rentabiliser des bonnes actions. C'est pas seulement Exact. quelque Mais là, chose qui ce empêche système est en train de nous déshumaniser complètement. Ils sont vraiment, on est dans une culture de l'égoïsme. Les gens, l'être humain, il est profondément bon. Là, ça, il y a plein d'études qui ont été faites là-dedans. S'il y a un choc, s'il y a des événements catastrophiques, le premier réflexe de l'être humain, c'est l'entraide. Ouais. Et plus on se rapproche de l'épicentre de la catastrophe, plus les gens vont s'entraider. Là, ce qui est difficile, c'est de conserver cette entraide-là. Mais par contre, cette entraide-là, elle est innée. OK, elle n'est pas acquise. Nous, ce qu'on a acquis, c'est cette culture de l'égoïsme. Donc, ce qui fait vraiment peur, moi, ce qui me fait peur, c'est d'arriver d'affronter cet effondrement-là avec la culture de l'égoïsme qu'on a actuellement. C'est là le danger. Donc, si on développe et si on mise sur cette culture de l'entraide et qu'on la développe, on arrivera dans un effondrement vachement mieux préparé. Là, ils essayent de perdurer cette culture de l'égoïsme. Ça fait aucun sens. C'est du suicide. Oui, tout à fait. Pourrais-tu peut-être me présenter une des actions peut-être que vous avez faites dernièrement? Oui, mais dernièrement, on est allé souhaiter la bienvenue à Uniqlo. Uniqlo qui est une grosse entreprise de mode rapide, même s'ils ne s'identifient pas comme ça. Ils appartiennent à un gros groupe asiatique, Fast Retailing, qui produit 1,2 milliard de vêtements par année.
Donc, c'est une entreprise japonaise qui s'est installée, qui ont installé leur plus gros magasin à Montréal en temps de COVID, alors que les petits commerçants sont en train de s'effondrer. On a des politiques qui vont les féliciter puis se réjouissent de cette nouvelle-là. Donc, nous, on a envoyé une lettre au conseil d'administration, déjà pour leur rappeler que selon notre loi numéro 1, leur commerce était déclaré non essentiel. Donc, ils devront fermer leurs portes au 31 décembre 2020. Donc, on a quand même soulevé le point qu'ils étaient audacieux d'essayer de rentabiliser leur business en 2 mois. On est comme venu leur rappeler leur échéance. On est allé remettre donc une lettre au gérant du magasin, puis on est allé l'afficher sur la vitrine également. Oui, parce qu'ils protègent pas. Je veux dire, là, tu as les petites boutiques locales qui ferment parce qu'ils survivent pas, puis là, tu as une corpo qui rentre corpo là. qui arrive, puis qui se dit écologique, qui ont créé une mode intemporelle qui va résister. Qui va résister dans le temps. La gérante est venue nous remercier du travail qu'on faisait pour protéger l'environnement, qu'elle avait besoin de femmes dans ce milieu-là pour avancer, mais qu'on se trompait de cible. Parce que eux, ils fabriquaient des jeans avec un simple verre d'eau, et alors que d'autres entreprises font pire. Mais c'est vrai que d'autres entreprises font pire. Mais eux, tant qu'ils ne seront pas prêts à fabriquer tous leurs vêtements de manière 100% écologique, les faire fabriquer localement et payer leur monde correctement, pour moi, ils seront toujours déclarés non essentiels. Il y avait une propriétaire d'une boutique, c'est Emma Cruzy, qu'elle a dû fermer la boutique, puis elle n'était pas contente parce que, justement, elle a parlé devant des gens, devant des foules, elle a pris position contre la COVID, dénonçant l'existence de la COVID, puis proposant qu'on doit, en fait, bâtir notre immunité. Les pays s'étaient engagés à créer cette histoire-là de la COVID comme étant juste pour pouvoir faire de l'argent puis pour pouvoir amener un vaccin. Mais je pense que c'est un bon terrain fertile pour tous les conspirationnistes en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se trame derrière toute cette réalité-là? Puis je mentionnais tantôt Bill Gates, oui, il va faire de l'argent sur ce vaccin-là qui va sortir si c'est lui qui parvient à le trouver le premier. Donc, c'est ça. L'important de ce que j'ai vu de cette réalité-là de Rainer Fulmich, de l'avocat d'Allemagne qui a posté cette vidéo-là, et de Emma Cruzy, ben c'est ça. C'est, dans le fond, c'est Bill Gates, puis c'est le capitalisme qui existe toujours, puis qui va essayer de s'approprier des nouvelles découvertes pour se faire de l'argent. Là, mais... Puis... Tu sais, les pandémies, là, c'est pas la première, puis ça sera pas la dernière. Là. Puis on est quand même relativement chanceux aussi dans notre malheur. C'est que ça aurait pu être vraiment plus virulent. Il y a des virus qui ont été vraiment plus virulents que ça dans le passé. Là, donc, ben, Spanish flu, je ne sais plus c'est quoi les statistiques. Il faudrait vérifier. Ça a décimé beaucoup de monde. Hein. Il y a eu beaucoup de monde qui sont morts. C'était pas seulement que la guerre qui avait causé tous ces décès-là à cette époque-là. Tantôt, tu as mentionné un auteur. Pablo Servigne, c'est un chercheur interdépendant qui est ingénieur en agronomie et qui a étudié justement tout cet aspect d'effondrement, de résilience collective, d'entraide. C'est lui qui a comme créé ce mouvement-là avec Raphaël Stevens de collapsologie, qui a mis un mot en fait sur ce terme-là. Et donc qui a diffusé, qui a démocratisé la collapsologie. Et donc, justement, on parlait tout à l'heure pendant la pause là, des différentes réactions des gens face à l'effondrement. Les gens qui ont pris conscience que le système allait s'effondrer, il a catégorisé un petit peu les réactions des gens. Donc, tu as les savapétistes, donc ceux qui sont impuissants, qui sont en colère contre le système, puis qui vont dire cette société, elle est pourrie, vive l'effondrement, ça servira de leçon. Puis... Mais ces gens-là, on ne sait pas trop de quel point de vue ils se placent. Du point de vue de la victime, qui regarde ça de haut, qui vont subir ça aussi. Bon. C'est des gens qui sont en colère. T'as les aquabonistes, donc foutu pour foutu, profitons de tout ce qui nous reste. Donc, il faut juste faire attention aux aquabonistes un peu connard, là, excuse-moi de la grossièreté, mais qui va aller brûler du gaz, qui va aller tout polluer parce qu'il sait qu'il n'y a plus rien à perdre. Mais il y a beaucoup de gens là qui vont essayer de profiter de tout ce qui reste maintenant et profiter des petites choses. T'as les survivalistes, donc là, c'est chacun sa merde. Là, c'est ils font des bunkers, ils apprennent des méthodes de chasse, de survie, comment traiter l'eau, comment se nourrir avec des plantes.
C'est ça. Donc là, c'est eux. Tu as les transitionneurs. Donc, c'est eux qui pensent que on est tous dans le même bateau. C'est souvent les non-violents qui vont vouloir mettre des mesures, par exemple les éco-villages, mettre des réseaux d'entraide en place et tout ça. Et il avait mis aussi les collapsologues. Donc ça, c'est ceux qui sont passionnés par le sujet, qui sont un peu boulimiques d'informations, qui l'étudient, puis qui veulent partager, communiquer, comprendre. Donc, mais bon, chaque personne peut se retrouver dans différentes personnalités. Ouais. Et moi, je sais que je me retrouve dans 3-4 catégories de personnes. Tout dépendant à l'heure de la journée, je suis un peu aquaboniste aussi des fois. Mais je pense qu'il faut un peu de tout, là. Les survivalistes, c'est sûr qu'on peut les catégoriser, mettre une petite étiquette d'extrême, mais ils ont quand même l'avantage de vouloir se débrouiller par eux-mêmes, d'être autonomes, de réapprendre des savoirs. J'ai fait des stages de survie là, quand j'étais en France, là, à l'école de collapsologie. Ouais, on appelle ça des stages de survie, mais ça aurait pu être des stages d'autonomie plutôt. Là. Apprendre à se débrouiller, apprendre à faire un feu, apprendre à vivre dans les bois, à faire une cabane, à s'orienter, lire des cartes, repérer où est-ce qu'il y a de la nourriture, avoir une base durable, toutes ces choses-là. Dans des conditions extrêmes. Ouais, c'est vraiment... C'est difficile? Est-ce que tu avais déjà difficile. L'expérience dans ce domaine-là? Je suis quand même quelqu'un qui sort beaucoup, qui est beaucoup dans le bois, qui fait de la rando. Je suis quand même quelqu'un de sportif. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment difficile, là, avec un sac de 30 kilos sur le dos, pratiquement. Ouais. Je veux dire, là, c'est de marcher jusqu'à minuit, 1h du matin, établir un camp, surveiller le feu, de repartir. C'est vraiment nos limites physiques là, qui sont mises à rude épreuve. Vraiment. Puis ce qui est difficile aussi, c'est de vivre avec ce groupe-là parce que personne ne réagit de la même manière. Il y en a ceux qui veulent plus avancer, il y a ceux qui abandonnent, il y a ceux qui prennent ça trop au sérieux puis qui mettent la pression à tout le monde. Donc c'est comme... ça met en fait en perspective toutes nos difficultés et puis la difficulté à vivre en communauté, difficulté à survivre, à trouver des points d'eau, à se loger, à se nourrir, enfin... C'est ça. Ça me rappelle un peu un livre que j'avais lu, là. Je ne sais plus qui l'avait écrit, mais ça s'appelle Dans la forêt, Jean Egland. Egland, je ne sais pas comment ça se prononce. Là. Bon, au début du livre, les parents meurent, donc les gamines se retrouvent à devoir survivre en forêt, à faire des plantations, à plus avoir d'électricité. Au début, il y a encore d'électricité, les pannes se font de plus en plus fréquentes, puis après ça, il n'y en a plus du tout. Il y en a une qui était une danseuse, qui vivait que pour la musique, puis elle souffre énormément de tout ça. Puis finalement, elles apprennent à vivre en même temps que le soleil, à vivre avec les récoltes, et à vivre avec les étrangers qui peuvent passer là, puis arriver... soit demander de l'aide, soit les agresser. Donc, des fois, elles essayent de retourner aussi à la civilisation, puis elles voient que c'est pas faisable. Donc, très, très bon livre. Ah ouais, merci de la suggestion. Tu m'apportes tellement de trucs que je connaissais pas. Puis, il y a vraiment un aspect aussi où ils étudient, il y a des passages où ils étudient un peu les Premières Nations, comment ils ont survécu, qu'à l'époque, il n'y avait pas de feu, comment, face à l'envahisseur, ils se sont camouflés à plus faire de feu par peur d'être repérés, comment... vivre donc sans chaleur, tout le temps mangeant froid. C'est terrible, hein, mais très intéressant comme livre, vraiment. Je vais comment faire sécher ses légumes, ses tomates pour rien perdre. Tu veux dire, dans ce livre-là, il y a aussi une approche... c'est extrêmement complet. OK, je vais regarder ça, merci, c'est intéressant. Tout l'aspect psychologique aussi de l'effondrement, puis de vivre seul. Mais tu vois, là, tu mentionnes les Premières Nations, puis on le voit, là, la preuve de l'inefficacité du format industriel. Je veux dire, l'impérialisme, quand les colonialistes sont arrivés, les Espagnols, les Anglais, quand ils se sont installés ici, ils n'ont pas à chercher à comprendre comment fonctionner dans ce pays-là avec le savoir qui était déjà en place. Ils ont juste comme éradiqué ce génocide. Ils ont voulu éradiquer, piller. Au nom de la religion. Ouais. On le voit déjà là, si on veut une preuve que l'être humain a un système qui est pas fonctionnel, je veux dire, c'est la suite de ce système-là dans lequel on est. Je veux dire, le capitalisme, c'est la suite de ce génocide-là qu'on a. Ouais. Il y a trois fléaux sur Terre. La religion, les commerçants et les politiques. Je pense que sans eux, ça serait quand même vraiment plus serein, plus humain peut-être. Je suis fasciné par l'être humain, puis je le vois, comme tu mentionnais, à la base, l'être humain est bon. Puis je le vois, cet espoir-là, je le vois, cette réalité-là. Je crois que l'être humain sera en mesure de s'adapter
et de s'ajuster, puis pas seulement que de faire un pansement, mais vraiment de retourner aux sources. Puis il y a un retour aux sources en ce moment. C'est étrange parce qu'en parallèle, on va sur les réseaux sociaux, puis on invente ces nouvelles technologies-là, puis mais on cherche quand même à communiquer, puis on cherche à révéler des réalités qu'on avait mis de côté. Ouais, mais ça me fait penser, il n'y a pas très longtemps, il y a une journaliste qui me demandait qu'est-ce qu'on pourrait garder de ce monde-là et qu'est-ce qu'on doit laisser derrière, puis qu'est-ce qu'on devrait garder. Donc c'est sûr que laisser derrière, c'est facile de faire une liste de tout ce qu'on veut laisser derrière, là, tout ce qui est énergie fossile, les voitures, les voyages en avion, les industries, les produits industriels, les hypermarchés, j'irais même jusqu'à dire les frontières, la propriété en tant que telle. Beaucoup, beaucoup de choses. Mais les choses qui sont essentielles pour moi à garder, c'est l'accès à la culture. Je trouve que c'est extrêmement important. Et l'Internet nous permet de continuer d'accéder à cette culture-là, puis de nous informer. Moi, personnellement, je vais chercher toutes mes informations sur le net, sur dans des livres aussi, mais ces livres-là, j'en prends connaissance sur Internet. Ben, ça serait tragique. On en parlait tantôt que l'Internet devienne une propriété de corporation. C'est terrible. On vient de perdre une possibilité d'échange. Parce qu'il y a vraiment du bon quand même dans tout ça. Ça laisse place aux journalistes indépendants. Ça nous permet d'échanger des technologies. Ouais, effectivement, de nous questionner. Mais ça a aussi des sombres côtés. Ouais, c'est tragique. Moi, je suis tellement fier de voir ça, l'être humain qui échange sur le web, puis de voir que la planète elle devient plus petite dans ce sens-là, où on peut parler avec des gens en Russie ou en Amérique du Sud. On voit comment ça se passe, là. On se rend compte qu'on est tous humains, on est tous dans le même bateau, on est tous là, on a toutes les mêmes valeurs, on veut tous protéger les enfants, on veut tous lire un livre. C'est difficile de pouvoir s'ancrer sur ces valeurs-là, puis de ne pas se faire jouer le tour des capitalistes, de vouloir devenir cupide, puis de juste faire de l'argent. Là. C'est parce que ça rentabilise pas, puis tantôt je le mentionnais, mais il y a une façon de rentabiliser les valeurs morales, puis c'est de mettre ça en avant-plan, puis de trouver une façon de le rentabiliser, puis de le mettre accessible, de le rendre accessible. Puis ça rejoint la culture. Dans le fond, la culture, c'est ultimement important de promouvoir la culture, puis de payer nos artistes. Oui, exact. La chose que j'ai trouvé formidable pendant la pandémie, moi, ça a été justement tout cet accès gratuit à la culture. J'ai adoré, j'ai pu regarder des opéras, des opéras à Paris, des comédies musicales gratuitement, toutes ces choses que d'habitude on est obligé de payer puis qu'on n'a pas toujours les moyens de s'offrir. Ça, je trouve que c'est sûr que c'est important de payer nos artistes, mais je trouve que ça devrait être accessible à tout le monde, ça devrait être gratuit. Il y a un côté où ça devrait être payé par le gouvernement, par nos impôts, par tout le monde, parce que c'est bénéfique à tous, en fait. Oui, c'est vrai, ça. Ben oui, parce que l'artiste, il joue la game parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il est dans un système qui fait en sorte que si tu as quelque chose que tu produis, mais tu dois le vendre absolument pour vivre. Mais c'est ça, mais là, pendant la pandémie, ils l'ont tous fait gratuitement. Même les cow-boys ont fait des concerts gratuits. Mathieu Chédid aussi a fait des concerts de chez lui. Je trouve que ça a vraiment rapproché l'artiste avec son public. Ouais, ben il y a des artistes qui capotent un peu aussi, là, à cause qu'ils sont pris chez eux, là, ils s'ennuient des foules, puis ils s'ennuient Ça, c'est le côté négatif. Parce qu'il faut se réinventer, il faut tout avoir des caméras maintenant, il faut tout jouer aux producteurs, puis en plus de notre talent habituel, fait que ça enlève la connexion humaine. Je veux dire, l'Internet, je vais m'en servir pour tu vas pouvoir faire du réseautage pour te parler sur le web, t'inviter à venir ici, mais après ça, c'est vraiment la communication humaine qui est importante, puis c'est le face-à-face, puis c'est de développer ça. Puis je me croise les doigts pour la COVID, je sais pas où on s'en va avec ça, puis j'ai l'impression que vraiment, je le mentionnais tantôt, moi, c'est mon point de vue, là, c'est d'investir dans les urgences puis les hôpitaux, puis développer l'immunité. Puis oui, c'est certain qu'il faut faire attention, puis il faut vivre les restrictions, il faut respecter tout ce qui est en place, mais pas nécessairement... Ça a des enjeux, en tout cas, dramatiques, là, même pour les enfants, là, de les voir avec des masques, on s'aperçoit que les enfants parlent moins, donc ça va enchaîner des troubles de langage aussi par la suite, à voir combien de temps ça va rester, quel impact ça va avoir. Il y a beaucoup de monde stressé, il y a des parents stressés. Il y a vraiment, là, le stress que ça a généré, ça afflue, là, les problèmes de santé mentale en ce moment. Là. Donc là, je suis contente qu'au moins ça revienne un peu sur le devant de la scène.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas adressées dans le podcast que tu voudrais qu'on parle maintenant? Je pense qu'on a pas fait le tour. On pourrait peut-être parler effectivement de revenir un peu sur le ministère. Peut-être d'encourager les gens à aller visiter le Facebook du ministère, le site Internet. Chaque sous-ministre a son profil et sa page Facebook. Mais l'ensemble des publications se fait quand même sur le Facebook du ministère de la Nouvelle Normalité. Donc, je pense que vous nous trouverez facilement. Sur le site Internet, c'est ministère-qc.ca. Donc, là-dedans, vous pourrez trouver notre programme, la constitution de notre ministère avec les différents sous-ministres, avec nos profils, nos lois, nos décrets et des liens vers des vidéos, nos actions, comme ce qu'on a fait à Zara, ce qu'on a fait aussi au 10-30 quand on est allé mettre des constats d'infraction aux véhicules les plus polluants. Bientôt, il y a la vidéo du Niclo qui devrait sortir. Je vous encourage aussi à nous suivre donc, sur le Facebook du ministère de la Nouvelle Normalité. On a des événements qui s'en viennent, notamment la commission parlementaire qui va pouvoir être suivie en ligne. Si jamais même vous voulez participer, on est ouvert à la parole citoyenne. Donc, c'est juste de s'inscrire puis de mentionner que vous avez des questions à poser au ministère ou aux consultants. Là, on va avoir des consultants de choix. Là. Yves-Marie Abraham, qui est l'auteur du livre « Guérir du mal de l'infini ». C'est un ouvrage de décroissance qui est très intéressant. Lui, il fait partie du ministère? Il est consultant pour le ministère, consultant officiel. Donc, c'était un professeur de décroissance. Il enseigne la décroissance à HEC à Montréal. Ah oui, wow, ouais. OK. Donc, l'idée vraiment est rendue... Parce que la HEC, c'est quand même de renom, là. C'est une école importante. Tu peux voir, je pense qu'il y a sur le site Internet, il y a son profil quand tu vas dans le ministère. Donc, ça, on a demandé, mais dans l'équipe, donc on a Saskia Marx, qui, elle, est sous-ministre de la Recherche. Elle était dans un band de musique avant. Ah. On a Hélène Touze, qui, elle, est sous-ministre des politiques technologiques. Donc, c'est ces deux sous-ministres-là qui ont parti le ministère en mars, là, avec la COVID. Là. Moi, je les ai rejoints quelques temps après. Donc, ça, c'est moi. On a Karine Julie Tremblay-Bouchard, qui est notre attachée politique, qui s'assure aussi que toutes les actions sont menées à bien, qui gère nos communications et qui travaille fort aussi pour organiser les réunions et gérer les agentes aussi. Donc, si tu descends un peu plus bas, tu vas voir les agentes. Les agentes. Les agentes du ministère. Puis, donc, dans notre conseil consultatif, donc, on a Yves-Marie Abraham, donc, qui est professeur agrégé au département de management HEC Montréal. Ses cours, je sais que ses cours sont très prisés, là. Oui, mais j'imagine. C'est intéressant d'enseigner ça à l'école de commerce. Là, ben oui, tout à fait. C'est encourageant. J'ai rencontré des gens du HEC, puis eux, c'est les initiations du HEC à l'époque, ça fait quasiment 10 ans, là, donc 20 ans, excuse-moi, donc ça a sûrement changé, mais eux, il y avait beaucoup d'alcool, il y avait beaucoup de consommation d'alcool, fait que sûrement que ça a changé, puis j'espère que ce prof-là aide à ce qu'il y ait une remise en question par rapport à c'est vraiment quelqu'un qui est très humble et vraiment très parlable, très humain. Moi, j'ai vraiment bien accroché. Puis après ça, on a Daniel Oren Greenford, donc... lui a un doctorat à l'Université de Concordia en géographie, en planification de l'environnement. Donc, il a publié plusieurs articles là, que tu peux voir là, dans la Gazette, Al Jazeera. Puis, donc, il a suivi aussi un peu tout le projet là, de Pipeline Énergie Est. On est ouvert aussi, s'il y a des gens qui veulent participer, n'hésitez pas à nous contacter. Là. On est toujours prêts pour ça. C'est excellent. Je suis vraiment content que tu sois ici aujourd'hui, Charlotte Galidy. Puis je vous encourage vraiment à poursuivre le merveilleux travail que vous faites au ministère. Merci. Puis on fera le point, peut-être dans une dizaine d'épisodes de podcast. On s'en fera un autre podcast. Puis merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Avec plaisir. Ça m'a fait plaisir d'être là. Merci.